Donc, bonjour, Monsieur Lauzon. Bonjour, Ça va bien? ça va super bien. Oui, parfait. Donc, je vous ai invité parce que, en fait, vous allez être le premier intervenant que je vais interviewer cette année concernant le milieu de la politique, car je vais faire un TVC Info spécial. Donc, sur les acteurs importants de votre milieu. Puis vous, comme vous avez plusieurs chapeaux, dont le maire de Tursault, le préfet de la MRC-Papineau et encore plus encore, donc j'ai pensé que ce serait une bonne idée de vous inviter. Mais avant que vous nous parliez des différents dossiers là, par rapport à la MRC-Papineau et tout ça, j'aimerais ça que vous nous expliquiez un petit peu aux téléspectateurs qu'est-ce qui vous a amené là, à vous impliquer en politique et si vous pouvez nous en parler un petit peu Puis, plus. quand tu veux te lancer en politique, il faut que tu arrives avec les bonnes intentions, puis surtout des bonnes idées. Puis, en 2009, aux élections de 2009, ici à la ville de Dursault, là, je me suis senti prêt à m'investir au bien-être de la communauté. Puis, je me suis présenté aux élections de 2009. Puis, aujourd'hui, j'en suis extrêmement fier. Je dirais que je vis présentement les plus belles années de ma vie. Donc, c'est pour ça aussi que vous allez pouvoir me parler un petit peu plus là, du premier dossier que j'aimerais aborder avec vous. C'est en rapport avec, en fait, l'usine Fortress de Tursault. Depuis quelques années maintenant, elle éprouve des difficultés comme financières, puis ça, qui menacent en quelque sorte sa survie. Et plus récemment, on a appris que le gouvernement québécois allait investir de nouveau 8,2 millions pour qu'elle puisse continuer ses opérations en attendant de trouver là, une solution qui va perdurer dans le temps. Puis, est-ce que vous pouvez m'expliquer, selon vous, quelle serait la meilleure solution pour permettre là, à l'usine de votre ville de retrouver un petit peu sa stabilité et de redevenir une source d'emploi importante pour vos habitants? Ben, on sait que la raison d'être d'une usine comme celle de Torso, c'est une papetière. Ce qu'on souhaite, c'est que ça reste une papetière et que ça soit capable de réouvrir. Il y en a quand même quelques-unes sur le territoire de l'Outaouais, là, à Gatineau, des papetières. Ça fonctionne quand même assez bien. Puis le marché est bon. L'approvisionnement est disponible au niveau de la région de l'Outaouais. Puis je pense que l'important, c'est de trouver un repreneur au niveau des papetières, des projets qui pourraient être intégrés à ces opérations-là pour s'assurer la viabilité, comme le projet de granules, comme mentionné le ministre Fitzgibbon. C'est des choses qui sont possibles, là, mais je dirais que c'est pas à court terme, ces projets-là, c'est plus à moyen terme. Oui. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on parle souvent des investissements que le gouvernement peut mettre pour maintenir l'infrastructure de la papetière. Il faut aussi savoir que la papetière de Tursault en opération rapporte 75 millions par année au gouvernement du Québec. Donc, il y a aussi un autre dossier que je voulais discuter avec vous, c'est par rapport à l'Internet haute vitesse là, dans la petite nation, la MRC-Papineau. Il y a encore des gens, malheureusement, qui n'ont pas accès. Puis, vous et vos collègues ont récemment, là, au mois de décembre, publié un communiqué de presse qui interpellait le gouvernement québécois sur ce sujet-là. C'est un dossier extrêmement important. Puis on le sait, les gens l'ont vécu durant la pandémie avec la fermeture des écoles, avec le télétravail qui a été mis en place. Les gens ont pris connaissance de l'importance d'avoir de l'Internet haute vitesse. Oui. Puis c'est encore comme ça aujourd'hui. Le gouvernement a pris un engagement pour brancher tout le monde pour le 30 septembre 2022, ce qui n'est pas le cas sur notre territoire. Il y a énormément de familles qui ne sont pas branchées. Aussitôt qu'on sort des milieux villageois, là, des périmètres urbains, puis qu'on s'en va un petit peu plus sur le territoire, là, les gens ne sont pas connectés à l'Internet haute vitesse encore par la fibre. C'est l'engagement du gouvernement. Oui, il y a certaines options qu'on peut donner là, via satellite, mais ce n'était pas l'engagement du gouvernement. Puis on veut s'assurer que le gouvernement, avec l'entreprise privée qui déploie la fibre sur notre territoire, réalise le travail le plus rapidement possible. Donc, en terminant sur une note un petit peu plus positive,
J'ai lu récemment que le projet d'AgroLab Petite Nation, ça avance assez rondement là, les avancées. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu en quoi ça consiste, puis où vous en êtes rendu dans le processus? L'agriculture, puis surtout l'agroalimentaire sur le territoire de la MRC, c'est un dossier extrêmement important. C'est un vecteur économique viable pour nous. Là. On a des belles entreprises sur notre territoire. C'est quelque chose qu'on veut valoriser dans les prochaines années. Le Conseil des maires de la MRC a pris l'engagement d'investir l'ensemble de l'enveloppe du Fonds Région Ruralité d'1,5 million dans les prochaines années là, au niveau de l'agroalimentaire. On a créé l'AgroLab pour aider les gens qui ont des projets à faire avancer leurs projets le plus rapidement possible pour s'assurer de les mettre en place, puis que la MRC Papineau soit capable de se démarquer au niveau agroalimentaire. Il faut essayer au Québec de mieux s'alimenter puis être autonome au niveau de l'alimentation. Ça fait que c'est la vision de la MRC Papineau. Avec aussi les gens qui sont plus sensibilisés à acheter local. Hein? Puis si on regarde là, à 1h30 à peu près de notre territoire de MRC, là, il y a 5 millions de population. Fait qu'on est capable de se démarquer puis être capable d'alimenter beaucoup de monde. Puis on a des entreprises que je pense qui ont des belles visions, qui investissent énormément au niveau agroalimentaire. Puis on a le territoire pour pouvoir le réaliser. Fait qu'on a tous les ingrédients nécessaires pour avoir une bonne recette pour réussir. Fait que le Conseil des maires, tout le milieu politique municipal appuie ce vecteur économique sur notre territoire. Bonjour, Monsieur Leclerc. Je vous ai invité aujourd'hui pour en fait parler politique un peu parce qu'on fait un spécial TVC Info politique pour le mois de février. Puis, puisque vous êtes le conseiller du secteur Buckingham, c'était tout désigné de vous inviter. Alors, j'aimerais faire un tour d'horizon avec vous des différents dossiers d'importance qui touchent vos électeurs. Mais avant, j'aimerais ça savoir, pour qu'on puisse vraiment, que nos téléspectateurs comprennent un peu mieux les raisons de s'impliquer en politique, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours et ce qui vous a amené à vous impliquer là, dans ce domaine de travail-là? Je suis un passionné, je pense, du milieu municipal avant même d'être la politique. Pour moi, c'est l'implication dans la communauté. Puis ça a commencé là, depuis un jeune âge. Là, au secondaire, j'étais impliqué dans toutes sortes de comités. Et puis, plus tard, au cégep, à l'université, ça s'est transmis de d'autres façons, comme dans des conseils d'administration. D'ailleurs, avant d'être élu, là, j'ai été commissaire à la commission scolaire Cœur-des-Vallées. J'ai également siégé sur le conseil d'administration de la Caisse des Jardins Cœur-des-Vallées. J'en ai été le président à la fin d'ailleurs de mon mandat, là, juste avant de commencer mon rôle de conseiller municipal. Alors, disons que c'est l'aspect de faire une différence dans la communauté, s'impliquer, puis créer des liens dans le tissu social là, du secteur qui m'a toujours passionné, puis qui fait en sorte que j'occupe le poste de conseiller municipal à Buckingham. Parlant justement, là, si on veut plus de la ville de Gatineau, puis les dossiers qui pourraient toucher les électeurs du secteur Buckingham. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus là, de dossiers que vous suivez en particulier parce que ça toucherait vos électeurs? Oui, absolument. Il y a des dossiers que je talonne depuis même mon entrée au conseil municipal. Avant ça, dans la campagne, et puis depuis le début de mon mandat, ça n'a jamais arrêté. Le sentier du Lièvre-Ouest, c'est une piste cyclable qui va être tout le long de la rue Georges, parfois en forêt, parfois sur la rue Georges, parce que il y avait des enjeux techniques, mais c'était un projet d'envergure pour le secteur de Buckingham-Massonmanger. Ça commence cet été, le chantier. Alors, tout est confirmé. On va entrer en appel d'offres très bientôt au conseil municipal du 17 janvier. On va adopter le bail avec Evolugen, qui est l'entreprise qui est propriétaire des terrains. Donc, ça va bon train. Et puis, on va avoir une première phase là, qui va être un lien cyclable. La référence, dans le fond, c'est le pont Brady au nord, jusque
à la rue Pierre-Laporte. Okay. Donc, cette section-là, on va avoir un chantier qui va commencer là, dès les prochains mois pour avoir une belle piste cyclable. La première partie va être directement sur la rue Georges et puis ensuite, on va aller en forêt. Donc, ça va nous permettre une vue qu'on n'a jamais eue avant, des accès là, privilégiés, je pense, à notre secteur, tout près de la rivière du Lièvre. Et puis ça, ben, c'est un gros plus pour les cyclistes, mais pour toute la communauté là, de Buckingham. Donc, ça, c'est un premier dossier que je vais surveiller de très près. Comme vous le savez aussi, il va y avoir des travaux de réfection de la chaussée, des interventions palliatives sur la rue Georges. Alors, ça ne sera pas du luxe, là, c'est vraiment des gros problèmes qu'on a présentement avec la chaussée de la rue Georges qui traîne depuis des années et des années. C'est en préparation d'un grand chantier où on va faire tous les services municipaux. C'est quoi les services? C'est aqueduc, tous les services d'eau et la chaussée. Donc, ça va être un gros chantier qui va prendre beaucoup de temps à préparer pour l'étendue de la rue Georges, mais en attendant, il faut prendre soin de notre asphalte. Donc, on va faire une couche complète là, par-dessus la couche existante pour, disons, soulager un peu là, les automobilistes de ce coin-là. Donc, ça s'en vient cet été, puis l'été d'après. Donc, sur toute la longueur de la rue Georges qui en a besoin. Donc c'est deux... Oui, la rue Georges va être au cœur un peu quand même de pas mal de changements là, avec une nouvelle piste cyclable qui va passer près de cette route-là, puis ensuite la réfection. Donc, tout à fait, puis c'est un secteur qui en a beaucoup de besoin. Si on veut, des dossiers que vous aimeriez qui avancent rapidement ou encore que vous voyez vraiment là, que dans le futur, ça devrait vraiment être mis de l'avant pour le secteur Buckingham. Bien, il y a un de mes gros engagements de campagne qui était de préparer la construction d'un complexe sportif de 2 glaces à Buckingham. J'ai beaucoup de questions concernant ça. Les gens, premièrement, sont inquiets, puis je les comprends parce que on sait que l'aréna de Buckingham est en fin de vie. On a des sommes au budget de la ville pour la garder en état, là, pour ne pas avoir de coupure de service dans les prochaines années en attendant une nouvelle infrastructure. Mais quand même, on sait qu'on ne pourra pas maintenir cette aréna-là pendant 20 ans. Non. Alors, ça prend une solution de rechange. Puis pour l'instant, ce n'est pas encore clair, ce n'est pas encore défini. Certains paramètres, là, il y a certains éléments qui poussent en faveur d'un projet que je voudrais aussi voir dans le secteur, mais il reste encore beaucoup de travail administratif et politique à faire. Donc, moi, c'est le gros dossier sur lequel je travaille en termes d'infrastructures sportives dans l'est de la ville. Idéalement en partenariat avec le centre de services scolaires qui serait prêt à l'accueillir sur le terrain de l'école secondaire Ambulance Gamelin. Donc, ça, c'est un beau projet de complexe là, de 2 classes qui cadre avec les priorités du service des loisirs de la ville. Alors, ça va être beaucoup de discussions puis de priorités à mettre dans l'agenda de la grande ville de Gatineau pour que notre secteur soit bien desservi. Puis ça, je compte idéalement livrer ça cette année, qu'on aille une orientation ou en tout cas plus d'informations sur le quand, le comment, puis avec quel partenaire. Puis donc, on devrait savoir là, comme dans à peu près combien de mois là, que si le dossier comme avance plus rapidement, ces choses-là? Alors voilà, au courant de la prochaine année, le conseil municipal devra se positionner sur l'adoption d'un plan d'intervention des infrastructures sportives. Alors, ce n'est pas juste le secteur de Buckingham, c'est sur l'étendue de toute la ville. On va devoir adopter un plan qui va inclure ce projet-là. Et puis, une fois que ce plan-là sera adopté, bien là, ça va être pas mal plus clair qu'est-ce qui est fait en premier sur tous les besoins sur le territoire de la ville. Alors moi, je vais militer beaucoup pour que le projet ici soit considéré comme une priorité. C'est déjà ce que la commission des sports avait recommandé, mais ça n'a pas encore été adopté par le conseil. Donc, une fois que ça va être fait là, au courant de l'année, il n'y a pas encore de date assignée à ce projet, à ce plan d'intervention-là. Mais une fois que ça va être adopté, ça va être un peu plus clair. On va pouvoir avoir une meilleure idée dans le temps comment est-ce que ça va pouvoir être réalisé. Donc, on souhaite aux gens de Buckingham que ce dossier-là avance quand même rapidement. Donc, je vous remercie beaucoup, M. Leclerc, de m'avoir accordé cette entrevue. Toujours un plaisir. Merci à vous. Au revoir. Donc, bienvenue, M. Aubé. On se parle aujourd'hui dans le cadre du spécial TVC Info Politique qui va passer au mois de février, puisque vous êtes le conseiller de Masson-Angers.
On va faire un tour d'horizon ensemble de vos dossiers, mais avant, pour nos téléspectateurs, est-ce que vous pourriez me parler un peu de votre parcours, puis pourquoi vous avez décidé d'aller en politique? J'ai eu un parcours de 30 ans dans le domaine des médias comme journaliste et animateur également. J'ai fait autant le journal Le Droit là, dans le début de ma carrière que TVA, TQS pour les plus vieux au niveau de la télé. Et Mhm. puis, j'ai travaillé aussi pour l'ensemble, je dirais, des radios privées dans la région. Encore une fois, les plus vieux se rappelleront de Rock Détente. Mais sinon, là, aujourd'hui, ça s'appelle Rouge, le réseau Énergie également. Et Mhm. les 10 dernières années, j'étais au sein du réseau Cogeco. Donc, ça fait une trentaine d'années là, que je couvre tous les événements municipaux. J'ai commencé quand je suis arrivé à Ottawa pour mes études. On Mhm. couvrait à ce moment-là les conseils municipaux des différentes villes de Hull, Mhm. Elmer et Gatineau, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore eu la fusion. Puis on allait aussi faire des incursions du côté d'Ottawa. Alors très Oui. rapidement, je me suis intéressé au monde politique de la région de Gatineau, Gatineau-Ottawa, je dirais. Mhm. Puis la différence maintenant, c'est qu'au lieu de parler puis raconter la situation de façon neutre à mes auditeurs, ben, je prends part aux décisions Mhm. et c'était tout simplement pour moi une autre façon de poursuivre mon implication citoyenne dans mon secteur, dans le district que j'adore de Masson-Angers. Puis, qu'est-ce qui vous a amené à choisir, si on veut, le domaine municipal ou provincial ou fédéral? Je suis quelqu'un qui est vraiment terre à terre. Je suis quelqu'un de terrain. Mhm. Je suis d'ailleurs dans les rues du quartier à tous les jours. Je vais à la rencontre des citoyens. Plusieurs, là, le téléphone sonne, puis je vais voir sur place la problématique. Le niveau municipal, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup plus. Et même encore à ce jour, là, j'ai aucune aspiration provinciale ou fédérale. Puis c'est ce qui nous emmène en fait là, à faire un petit tour d'horizon là, des différents dossiers en ce moment que vous suivez pour les gens de Masson-Angers. Oui, ben, en fait, le plus important pour moi, ce sont mes citoyens dans Masson-Angers. Là, tous les dossiers sont importants à mes yeux. Pour tout citoyen, comme je mentionne, la fois qu'on appelle, c'est un dossier important. Alors, peu importe là, si on parle dossier en millions de dollars, en milliers de dollars Mhm. ou en centaines de dollars, c'est la même chose. C'est pas un niveau là, qui m'arrête là, pour parler aux citoyens. Alors, essentiellement, c'est un petit peu comme ça. Je vous donnerai d'autres exemples pour la neige. Mhm. Euh, c'est vrai que tout le monde souhaite que sa rue soit déneigée en premier, puis que le Oui. soufflage soit fait en premier. Mhm. Puis, de ce temps-ci, l'hiver, les gens, évidemment, m'appellent, sachant aussi que j'ai été nommé au sein du comité exécutif le porte-parole du déneigement. Ben, le Mhm. téléphone sonne, puis j'ai aucun problème avec ça. Par contre, encore une fois, le mécanisme fonctionne bien lorsqu'il y a une requête où on a un besoin avec le 3.1, puis ce qui n'est pas fait nécessairement dans les temps, ben là, je vais être là pour dénouer ces nœuds-là. Bien sûr, on est en train de réviser la politique de déneigement. S'il y a des ajustements à faire, ben c'est là que les gens m'appellent. Je les prends tous en note. Est-ce que ça peut être amélioré? Ça, tout à fait. Puis je vais vous donner un Mhm. exemple que je vois là, dans la politique de déneigement. Ce qu'on devrait emmener, en ce moment, je donne un exemple. On a 36 parcours de mémoire de déneigement, mais Mhm. si on est capable de réduire le nombre de parcours à une vingtaine, 25 parcours, disons-le juste comme ça, Oui. ben à ce moment-là, quand l'opérateur de la machinerie va partir du point A au point B pour faire son parcours, bien, théoriquement, si les parcours sont plus courts, va revenir, va passer plus souvent et déjà là, ça va donner une amélioration. Évidemment, s'il y a des budgets à voter, bien là, il faudra que l'ensemble du conseil, avec mes collègues là, autour de la table, puisse m'appuyer si c'est quelque chose que j'apporte ou que l'administration nous apporte là, dans des façons. Tantôt, vous m'avez posé la question pourquoi le milieu municipal que j'ai Oui. choisi plutôt peut-être que le provincial ou le fédéral. Mais Mhm. votre question, elle était très pertinente, Mme Dontigny-Charette. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les services de base, j'en ai fait ma priorité, puis c'est encore OK. ma priorité. Ça le sera tout Mhm. au cours du mandat.
L'exemple le plus à jour que je pourrais vous parler, c'est le ramassage des déchets compost ou recyclage actuellement. Ça n'a aucun bon sens de voir que des retards par-dessus retards et ça traîne depuis des fois des semaines. Il y a des accalmies, j'en suis convaincu, mais des moments, là, quand on voit là, que les gens appellent, on voit que les bacs ne sont pas amassés quand on vient, par exemple, du travail, bien, c'est normal que ça frustre les gens. Puis, oui, le téléphone sonne, puis oui, mon courriel, on me le dit. Ben, l'endroit pour le faire, c'est évidemment le 3.1 pour d'abord le mentionner, qu'on puisse l'archiver, le calculer. Moi, je reçois ces données-là. Ça me permet de voir ce qui se passe. Mais honnêtement, quand je dis que ça n'a aucun bon sens, ces retards-là, on nous dit qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre combinée à la météo. Je peux croire, OK, c'est une bonne chose, mais nous, comme élus, quand on est élus, c'est pour trouver des solutions. Et c'est ça que je veux faire. Ben, en fait, on peut comprendre avec tout les informations que vous nous donnez que vraiment, vous, votre priorité, c'est les services de première ligne, les améliorer. Bonjour Guy. C'est notre première... Bonjour. C'est notre première chronique de l'année ensemble, chronique municipale. On va aborder ensemble, en fait, le rôle des villes, dont la ville de Gatineau, auprès des citoyens, autres que les services de première ligne, comme le déneigement ou encore le service pour les ordures. En plus, on va aborder aussi un phénomène municipal qui est quand même préoccupant, puis qui touche particulièrement nos aînés. Donc, ma première question, c'est comment est-ce que le rôle de la ville de Gatineau et des autres villes au Québec auprès des citoyens a évolué depuis quelques années? Ben, tu as raison de distinguer là, entre les services de première ligne là, qui ont toujours été un peu le cœur, disons, depuis très longtemps des municipalités, ou du moins la façon qu'on voyait leur rôle et qu'elles voyaient leur rôle aussi. Oui. Mais depuis plusieurs décennies, mais en particulier depuis l'an 2000, le début des années 2000, avec les fusions municipales, un des aspects des fusions, c'était effectivement que le gouvernement du Québec avait donné des mandats en termes de développement social, notamment pour les villes de plus de 100 000, là, dont fait partie Gatineau. Il y avait l'obligation d'avoir une politique de développement social qui venait avec la fusion. Et puis donc, ça a forcé les villes à réfléchir à ce qu'elles faisaient et qu'est-ce que ça voulait dire en termes de développement pour les divers groupes de la société, là, les personnes âgées, les itinérants, les femmes, les familles, etc. Puis est-ce que tu aurais comme à nous présenter un exemple concret de cette évolution-là qu'on a pu voir dernièrement là, dans l'actualité gatinoise? Ce que ça a fait au début, ça a mis de l'avant plusieurs politiques ou des cadres d'action. Récemment, par exemple, il y a quelques années, la Gatineau s'est donné un cadre en matière d'itinérance. Donc, c'était une façon de réfléchir à comment est-ce qu'elle allait essayer d'une part d'aider à loger ceux qui sont mal logés ou ceux qui n'ont pas logé du tout, quel rapport elles doivent avoir avec l'itinérance, comment est-ce qu'on peut... donc, il y a des enjeux de rapport avec la police notamment et tout ça. Ouais. La ville a obtenu en 2013 le statut MADA. MADA, c'est municipalité amie des aînés. Donc, avec ça vient, c'est une espèce d'engagement finalement de la ville effectivement de penser dans toutes ces pratiques à la place des personnes âgées. Donc, si on regarde le cadre MADA dans le cas de la ville de Gatineau, ben, il y a l'idée qu'il faut faciliter la participation des personnes âgées, il faut faciliter l'accessibilité, il faut avoir des services qui sont adaptés. Donc là, encore une fois, ça nous sort de l'idée de la première ligne et d'offrir des services à tout le monde. C'est un peu pareil, là, c'est d'avoir des programmations adaptées pour les activités sportives ou pour les loisirs, etc., ou pour s'assurer que les bâtiments municipaux sont accessibles, qu'on peut y avoir accès, peu importe si on est en chaise roulante ou si on est en mobilité réduite, etc. Puis c'est ce qui nous amène un petit peu là à une problématique qui est comme préoccupante dans le domaine municipal. Puis c'est par rapport aux aînés. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Cool, pas directement de la volonté des municipalités comme telles ou de Gatineau. Ça vient un peu de la façon que les municipalités sont financées au Québec, qui est surtout la taxe foncière. La taxe foncière, c'est une taxe sur la valeur des propriétés.
Donc, on taxe, c'est une taxe qui n'est pas ajustée à la richesse. Donc, on peut avoir un salaire modeste ou avoir des revenus très, très modestes, mais avoir une propriété qui vaut beaucoup d'argent. Et donc, on sera taxé plus qu'une personne qui peut avoir des revenus beaucoup plus importants, mais qui a une propriété qui n'est pas nécessairement qui a une aussi grande valeur. Donc, ça peut poser problème, notamment pour les personnes âgées. À Gatineau, on a des personnes âgées qui ont des revenus importants parce qu'il y a une bonne pension du gouvernement fédéral notamment, mais il y a aussi des personnes âgées qui ont seulement la pension publique qui est très limitée et qui sont déjà dans des conditions de pauvreté. Donc, si on ajoute à ça le fait que, par exemple, s'ils ont une maison qui a pris beaucoup de valeur parce que c'est dans un secteur qui est valorisé et donc, indépendamment du fait qu'ils ont des revenus très faibles, qu'ils ont presque à peine pour survivre au mois, à chaque mois. Si leur maison a pris beaucoup de valeur, ben, ils doivent payer des impôts fonciers importants. Donc, ça vient contribuer à la pauvreté. Et ce qui est dramatique, c'est que des fois, ils doivent même vendre la propriété. Des fois aussi, ça provient d'un héritage ou encore ils ont payé, par exemple, 30 000 la maison il y a peut-être une quarantaine, trentaine d'années. Puis là, maintenant, ça vaut des fois 200 000 dépendamment de ce que la maison est située. Donc, les taxes, leurs salaires n'ont pas suivi. Tout à fait. Puis effectivement, partie du problème, ça vient effectivement si on taxait sur la richesse ou sur ces gens-là seraient peu taxés parce qu'ils ont peu de moyens, mais on taxe sur la valeur de la propriété, ce qui n'est pas du tout un bon indicateur là, pour la capacité de payer des personnes. Et chez les personnes âgées qui sont avec des pensions publiques, ben, ça risque d'arriver et d'être assez lourd pour eux et contribuer à leur situation de pauvreté qui est déjà pas mal présente. Puis en plus, si les municipalités changeaient leur façon de taxer, si on veut, plus sur le revenu, ça affecterait de manière positive d'autres personnes qui ont des faibles revenus, pas nécessairement juste les personnes âgées. Oui, évidemment, ce problème-là se pose aussi. Et effectivement, la seule chose, c'est que les municipalités, c'est les provinces qui définissent comment elles peuvent se financer dans cette optique-là. C'est pas elles qui ont le pouvoir de changer la taxe foncière et la capacité de se financer autrement. Donc, on espère peut-être dans les prochaines années que au niveau du provincial, ils puissent s'entendre avec le municipal pour changer cette façon-là de récolter les taxes. Les municipalités, ça fait assez longtemps qu'ils lobbyent dans ce sens-là et qu'ils demandent ça pour cette raison-là et pour d'autres. Mais pour l'instant, ça n'a pas abouti et il n'y a pas de signe que ça va aboutir. Donc, il faudra prendre le mal en patience peut-être pour ceux qui... Ou peut-être penser à des moyens de compenser aussi. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que les municipalités, par exemple, feraient des congés de taxes pour des personnes qui ont peu de moyens. À court terme. Ben, je te remercie beaucoup, Guy, pour c'est super intéressant. Et donc, on se dit à une prochaine chronique. Excellent, merci à toi.